Napoléon est vite devenu un maillon indispensable de l'armée, cela va-t-il lui suffire? Pas sûr. Un coup d'État se prépare avec l'aide d'un Lorrain. Je suis Grégory Barbier et voici les grandes histoires de l'Est, Napoléon, une série en 6 volets. Épisode 2, le coup d'État de Napoléon Bonaparte. Fin 1798, une nouvelle coalition s'est nouée entre Angleterre, Russie, Autriche, Empire ottoman et Royaume de Naples. Les armées françaises reculent à l'extérieur et à l'intérieur du pays, le Directoire n'arrive plus à faire face, l'insurrection est proche, la situation économique catastrophique, la famine sévit. Bonaparte sent qu'il est temps pour lui de revenir en France et de remettre de l'ordre. C'est le coup d'État du 18 Brumaire. 18 Brumaire, c'est la date du calendrier républicain à laquelle Napoléon Bonaparte va prendre le pouvoir. En réalité, il va falloir 2 jours pour mettre en place tout ce qui avait été imaginé avant par Sieyès, l'un des 5 directeurs qui étaient aux commandes du pays. Il va faire appel à Bonaparte. Thierry Chauffat, président des Vosges napoléoniennes et maître de conférences en sciences politiques. Bonaparte est le plus populaire des généraux de ce moment-là, qui est populaire, on l'a vu, à la fois chez les soldats, mais aussi chez les Français. Et donc, Sieyès considère que en fait, il a besoin, non pas de Bonaparte, il a besoin d'un sabre, en fait, pour faire peur aux parlementaires et pour asseoir son nouveau gouvernement. Le scénario imaginé, un dangereux complot guette la France, les directeurs doivent démissionner, les 2 assemblées représentatives doivent partir de Paris pour aller à Saint-Cloud. Bonaparte sera nommé au commandement des forces de Paris, restera à convaincre les représentants du peuple de la nécessité urgente d'un changement de régime et obtenir la nomination d'un trio pour gouverner en attendant une nouvelle constitution. Les 2 assemblées sont réunies pour délibérer. Bonaparte se présente devant elles, mais ça ne se passe pas bien. David Chanteran, historien et conservateur du musée Napoléon de Brienne-le-Château. Puisqu'elle s'imagine bien que ce général auréolé de gloire vient essayer de capter l'héritage de la Révolution. Et il faut à la fois la persuasion du propre frère de Napoléon, c'est-à-dire Lucien Bonaparte, qui est président d'une des 2 assemblées et qui parvient à retourner l'opinion en faveur de son frère, et puis surtout de l'apport militaire pour que ce coup d'État soit une réussite. Donc nous sommes en novembre 1799. Et Bonaparte va lui réussir un coup de force dans ce coup d'État. Au lieu d'être simplement membre du trio, il prend la tête du pays, devenant premier consul et faisant adopter une constitution qui lui donne tous les pouvoirs. Sieyès lui a réservé en fait, dans la constitution future, une place éminente qui est celle en fait de ne rien faire, mais d'avoir les apparats. Et Bonaparte dira « je refuse d'être un cochon à l'engrais ». C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est actif, c'est de donner ses idées, c'est d'imprimer, c'est de gérer, et pas du tout d'avoir un titre et d'avoir de l'argent. Donc déjà, il y a ça, il y a cette personnalité forte de Bonaparte qui, quitte à faire quelque chose, veut le faire pour lui. Il y a une ambition, il faut surtout pas le cacher. Il considère qu'il a les moyens, presque les moyens politiques, de réconcilier les Français, comme il a fait en Italie, et de les amener sur une ambition, sur une œuvre civile conséquente. Nous sommes le 15 décembre 1799, Napoléon Bonaparte a à peine 30 ans et il est désormais à la tête de l'État français. Pour l'aider, un Lorrain lui sera fidèle, Pierre-Louis Roederer, un médecin partisan de l'ordre. C'est quelqu'un qui rencontre très bien Bonaparte parce que c'est quelqu'un de travailleur, toujours très actif, et ça correspond aussi à Bonaparte. Bonaparte épuise ses collaborateurs. Bonaparte est un gros travailleur qui travaille jour et nuit. Il rencontre en Roederer quelqu'un qui a à peu près le même tempérament que lui. Député de Metz en 1789, c'est d'abord lui qui va sauver Louis XVI en lui conseillant de fuir. Il se lie ensuite avec Bonaparte après la campagne d'Italie et prépare l'opinion et les monarchistes au coup d'État en rédigeant différents articles. Il travaillera ensuite aux grandes réformes de cette fin de XVIIIe siècle, devenant encore un peu plus familier de Napoléon. Mais un peu trop confiant et un peu trop critique, il finira par être mis de côté par le chef de l'État. Les rapports entre Bonaparte et Roederer sont assez ambigus. Jérôme Estrada, journaliste, auteur du livre Napoléon. Napoléon Bonaparte estime beaucoup le professionnalisme de ce Lorrain, mais les 2 caractères vont mal s'accorder. Roederer est un Lorrain assez froid, assez dur, laborieux. Il est très peu souriant. Il a un physique assez maigre avec des traits accusés.
et il va pouvoir difficilement s'entendre avec l'imaginatif et le bouillonnant corse. Pour asseoir son autorité, quoi de mieux qu'un vote? Napoléon demande donc son avis au peuple lors d'un plébiscite, une sorte de test de popularité. Les Français sont admiratifs de ses victoires, peut-être aussi un peu fatigués des changements de régime depuis la Révolution. Alors le résultat est sans nuance, un peu plus de 3 millions de votes favorables et seulement 1500 contre le premier consul. Napoléon Bonaparte a désormais les mains libres. Pour lui, le consulat n'est qu'une phase transitoire avant un pouvoir encore plus grand. Il y a un espoir. Il faut se mettre dans cette ambiance des Français qui, depuis 10 ans, ont vu se succéder des régimes, des gouvernements différents, mais ça ne changeait rien. Au contraire, ça s'aggravait financièrement, économiquement, militairement, en termes de sécurité. Et il y a un espoir dans ce jeune Bonaparte. Il a 30 ans, là aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est très jeune. Dans le pays, la paix est revenue, les divisions nées de la Révolution s'estompent et les victoires sur les autres pays européens s'enchaînent, comme par exemple avec l'Autriche, qui va signer la paix à Lunéville le 9 février 1801. Alors comment vit-on dans nos régions à l'époque? L'agriculture et l'industrie se développent en Franche-Comté et en Lorraine, mais de façon très différente. Un point commun quand même, le développement des propriétés agricoles et le morcellement des terres. En Lorraine, on cultive des céréales, dont l'orge qui est vendue aux brasseries, mais on peut aussi compter sur les arbres fruitiers dont la production est considérable, des prunes, des mirabelles et même des melons dans le pays messin. Dans les fruits, on a aussi le raisin qui fait vivre toute une population de vignerons dans les 4 départements de la région. Et puis, la Lorraine reste, au début du 19e siècle, l'une des principales régions productrices de tabac. Nancy sera d'ailleurs choisie pour abriter une manufacture impériale, la seule dans l'Est avec celle de Strasbourg. Côté Franche-Comté, là aussi, on cultive des céréales nécessaires pour vivre au quotidien. Dans le Doubs, les plateaux se tournent de plus en plus vers les activités fromagères. Mais la région verra surtout l'extension des champs de pommes de terre. Ce n'est pas pour rien que la Haute-Saône est surnommée la Haute Patate. Le département en est en effet devenu un grand producteur. D'autant plus que c'est à l'Académie de Besançon que Parmentier a présenté dès 1772 son travail, un pain à base de pommes de terre pour atténuer l'effet des disettes. L'industrie, elle aussi, se développe. En raison du blocus dans la guerre que se livrent la France et les monarchies européennes, aucun produit manufacturé anglais n'est plus autorisé à entrer dans le pays. Le blocus continental va faire que l'industrie française va être la première sur le continent, va éliminer son concurrent anglais. Et donc c'est pour ça que la sidérurgie, le textile par exemple, vont avoir un âge d'or sous l'Empire, tout simplement parce que le seul concurrent de la France en termes d'industrie à ce moment-là, il est de l'autre côté de la Manche. Comme les produits anglais ne viendront plus sur le continent, on va avoir une très vaste Europe qui va devenir presque un marché français. Le gros retard de la France dans le textile est ainsi comblé, et si cette industrie arrive dans les Vosges, c'est d'abord par débordement de l'Alsace toute proche, où la filière ne fait que grandir. Dans la haute vallée de la Meurthe, chaque village finira par avoir sa propre usine. On en trouve dès 1811 à Bussan, à Remiremont ou à Saint-Nabord. Un peu plus loin, à Senones, c'est dans l'abbaye qu'un mécanicien anglais installe ses machines dès 1806. Une première filature mécanique est le point de départ d'un empire qui, bien plus tard, portera le nom de Boussac. C'est le début aussi de soubresauts économiques avec une première crise en 1815 au moment où le blocus continental va être levé. La Lorraine, en ce début de 19e siècle, c'est aussi l'extraction du minerai de fer qui va passer de l'artisanat à une autre dimension, surtout en Moselle. Une quinzaine de hauts fourneaux se développent. Dans la Meuse aussi, on mise sur le bois et le fer avec de nombreuses petites forges. Et dans le département de la Meurthe, c'est le sel qui est la première industrie avec Dieuze, Château-Salins ou Moyenvic. Au total, cela représente plus de 6000 ouvriers. La Franche-Comté aussi développe les bases de ce qui sera encore présent aujourd'hui. L'horlogerie devient une vraie industrie depuis l'installation de 80 professionnels suisses à la fin du XVIIIe siècle. Ils ont été encouragés par des subventions généreuses. La fin de ces faveurs entraînera leur retour à la maison, mais les locaux prendront le relais, dont un certain Emmanuel Lippmann, qui fondera les montres Lipp. Et en fait, la région est jalonnée de ces noms que l'on connaît. Des capitaines d'industrie comme Japy ou Peugeot vont s'installer durant ce 19e siècle.
La vraie création de Peugeot, c'est 1810, parce qu'il y a un décret. Thierry Chauffat, président des Vosges napoléoniennes et maître de conférences en sciences politiques. Une ordonnance de Napoléon qui permet l'extension de ce qu'était un ancien moulin simplement des frères Peugeot. Les Japonais ont aussi beaucoup progressé grâce à l'Empire. Car si ces industries peuvent se développer, c'est aussi parce que Napoléon a imaginé un cadre précis pour le pays. Des institutions, une administration et une organisation qui nous concernent toujours 2 siècles plus tard. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. C'était le 2e volet des grandes histoires de l'Est consacré à Napoléon, une série en 6 épisodes. Pour l'écrire, je me suis basé sur le livre Napoléon, écrit par Jérôme Estrada aux éditions Est Républicain, Républicain Lorrain Vosges Matin. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast et de streaming pour nous suivre et rendez-vous pour l'épisode 3, La France réorganisée.